Arrêtez. Arrête. Salut, Asdine. Salut, Samir. Salut, Idir. Salut, Chanir. IP. Salam. Bonne année. Vous m'entendez bien au moins? Parce que j'ai l'impression que... Merci, Idir. C'est bon, 5. Péniblement. Bah, il dit 5 sur 5. Comment tu me dis péniblement? Ben là, un peu loin, mais bon. 5 sur 5. Oh, merci. Et dans l'onde. En attendant. Ouais, ça va. Je vois que... On va voir qui c'est qui. Est-ce qu'il est... Je ne sais pas s'ils ont écouté. Et en fait, ça, ils ont reçu le... J'écoute d'une seule oreille, ben les autres, jusqu'au démission de notre... Ah bon? Il a démissionné, Premier ministre? Bizarre. Ben, les Américains aiment bien Trudeau. Il était bien, Trudeau. Aïe. Code civil. Salut JB. Salut Nordine. Ça va? Alors, on est que tous les deux. Mazel, Badja, vous êtes خيرين ولا? Ben, Bonjour tout le monde, à tous ceux qui sont à l'écoute. Voilà. C'est un live sans visage. Hein. Moi, c'est pas la peine que je mette la caméra parce que j'ai une truc instable. Et moi, je suis... Messieurs, connexion bonsoir. instable. Donc, Bonsoir le pas... chat, bonsoir Ça Nordine, va, bonsoir Farid. JB. Salut. Salut Farid. Ça va? Ça va? Ça va mieux Nordine? De mieux en mieux. Ça va très bien. Tant mieux, de là. Il n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Mon
m'en déplaise à ceux qui veulent pas écouter ça. Meilleur vœu, Belkadé. Et en plus, je suis allongé, c'est pour ça que j'ai pas mis la caméra. Bonsoir. Ah, d'accord. Merci, bonsoir, bonsoir, Mais là, grand j'ai monde. pas Bonsoir, bonsoir, Idir. Bonsoir à tous, oui. Salut Diana. La grippe, non, pas la grippe, non. La grippe, quoi qu'on ait des rhala, la grippe, elle bien mettre. Il est même question en Chine qui confine. Hein. Par rapport, Ouais, bah, bon, c'est une grippe un peu genre Covid-19 hein, en Chine. Ils ont trouvé un virus je te dis, H5, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. il y a Chanel qui te dit, il y a Chanel qui te dit c'est fait. Il vient de l'annoncer. C'est-à-dire qui? Ça doit être le Premier ministre dont elle parle, c'est pas le. Ah, le Trudeau. Ouais, Hmm. ouais c'est bizarre. Il a l'air de tenir la route, mais bon, est-ce que c'est à cause des États-Unis? Je ne sais pas. C'est fort possible. Bon, bah, il aurait fait 100 ans. De toute façon, nul n'est indispensable sur Terre. Hein. Que ce soit Ça, lui. c'est clair. L'huile est indispensable. Et alors, on grogne au pays. Ah oui, la grogne au pays. Oui, bah, il y a des chances aussi. Alors, le chat, bon. Il y en a de partout en ce moment. Vraiment nous embêter. 51 personnes, 2,2 cas, point 9. Mais, ben là, c'est bizarre, hein, mais bon. Mais bon. Ou les gens ne sont pas intéressés, ou là, c'est nous qui ne sont pas attrayants, je ne sais pas. Là, je sais plus. Non, et peut-être que on dit trop de choses intéressantes par rapport à ceux qui disent que des conneries. C'est très possible. Oui, il y a de ça aussi. Oui. Concurrence dans la connerie, la concurrence, elle est sérieuse. Exact, c'est possible. Je te jure que c'est vrai en plus. Hein. À part, moi je suis de temps en temps les lives de Cornelius, de Lehadi, de Dr. Ouais, Lafordet. bah, c'est pareil, c'est le même un peu le même style que nous. Oui, Mais sinon, le reste, c'est affligeant de bêtises. Hein. exact, exact. Peut-être aussi tellement captivés qu'ils en oublient de tapoter, de. Ola te dit, c'est pas tout le monde qui a le niveau cap. Non, ça n'a rien à voir. Ola, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est un live de vulgarisation un petit peu. Et depuis qu'on a commencé ce live, bon, bah, Kim JB, il y va fond sur la théorie pour expliquer aux gens comment ça retourne. Moi, je parle beaucoup plus pratique qu'autre chose. Ferid, qui est un fervent fan de l'aviation aussi, s'intéresse et donc truc. Spanish, qui est dans le domaine aussi. Bon, on demande aux gens de poser des questions, de poser des questions, des gens, des choses qui leur paraissent bizarres, ce qu'ils veulent savoir dans le process de formation, etc., etc. Donc c'est pour tout le monde, hein. C'est pas, on n'a pas dit qu'il faut avoir bac plus 5 pour accéder à ce live. Hein. Il y a des sursauts d'audience lorsqu'il y a un événement aussi. Moi, Ouais. je voudrais répondre à Idir, qui dit quand on fait un QRF, doit-on atterrir sur la piste sur laquelle on a décollé? Pas du tout. Il faut savoir que sur un aéroport, il peut y avoir des pistes qui sont dédiées au décollage, des pistes qui sont dédiées à l'atterrissage, par exemple. D'accord? Quand on a des pistes parallèles, par exemple, très souvent, il y a une piste qui est dédiée au décollage, une piste qui est dédiée à l'atterrissage. Donc, si on a décollé, mettons, en 25 droite, qui était dédié au décollage, ben, on viendra se poser en 25 de gauche, par exemple. Bon, ça ne veut rien dire. Ouais. Anouchka, Nordine, moi, j'arrive pas à jouer mon rôle de modérateur, je sais pas, j'ai un problème, qui Mais, demande à monter. mais il faudrait qu'elle demande.
Faudrait qu'elle Oui, regarde. aussi, ben oui, ben oui, c'est Elle n'a clair. pas trop de demande, mais j'ai dit de demander. Voilà. Ce Donc, que je voulais dire par rapport aux gens qui nous écoutent, etc. Nous avons, en tant que pilote, on a oui, Anouchka, 2 minutes, hein, je vais juste expliquer un truc. Nous avons l'expérience en tant que pilote que lorsque l'on arrive dans un groupe de personnes, etc., et que l'on dit, ou bien qu'ils apprennent, ou bien qu'ils savent qu'on est ou qu'on était pilote, on a plein de questions qui nous sont posées, etc., etc. Donc, c'est un peu dans le même état d'esprit qu'on fait ce live, parce que effectivement, on n'est pas souvent, c'est pas souvent que le grand public peut rencontrer des pilotes parce qu'on n'est pas nombreux, parce que voilà. Et donc c'est pour un peu briser ce plafond de verre et puis que les gens puissent rentrer en contact avec nous, nous poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit. Voilà. Allez, allez-y pour Anouchka. Niska, allume ton mic. Ouvre ton mic. Oh. Ouvre ton microphone. Anouchka. Est-ce que j'ai la parole? Oui. Oui. Salut. Oui? Oui, Oui. oui. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Anouchka. Salut. Bonjour Anouchka. Alors, c'est bien. C'est bien, sitôt demandé, sitôt servi. Ah, vous êtes rapide, hein? Ça, c'est Heureusement. service rapide. C'est bon à savoir. C'est pour ça qu'on a tenu. Alors, moi, j'aurais juste une question à poser. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. J'ai une mauvaise connexion. Ah non, go. Vas-y. Oui, vous On vous m'entendez? entend très bien, très bien, très bien, on vous entend. Ah, très bien, merci. Alors moi bon, j'ai mes 2 enfants à Montréal, donc je voyage assez souvent. Le troisième est en France, donc bon, pas de problème par rapport à la France parce que c'est à 1 heure et demie d'avion. Mais lorsque je suis je vais régulièrement à Montréal. Il se passe de drôles de choses et j'aimerais être édifiée là-dessus. La dernière fois, il y a eu un délestage de carburant. En fait, le commandant de bord avait pris la parole une fois arrivé vers l'Espagne. Donc, il a pris la parole pour nous annoncer qu'il y avait un petit souci par rapport à la boîte. Vous savez, je sais même pas comment elle s'appelle, qui donne, je pense, qui donne les variations je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Donc, il y avait un petit souci par rapport à cette boîte. Et donc, qu'il avait qu'il était obligé de faire demi-tour sur Alger pour se poser et régler ce problème de boîte. Et donc, il nous a dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je vais devoir donc délester du carburant, parce que j'imagine qu'il avait fait le plein avant de décoller. Et là, moi, j'ai eu une peur bleue. Voilà. Ma question, en fait, est-ce que le délestage de carburant à une certaine altitude peut représenter un danger pour l'appareil et pour les passagers? Voilà, et merci. Ok. Bon, vas-y, j'y vais. Vas-y. Alors, d'abord, la raison pour laquelle on déleste du carburant, c'est tout simplement la première, c'est qu'un avion a des poids maximum selon les phases de vol dans lesquelles il est. Alors, nous avons donc une masse maximale au décollage et nous avons également une masse maximale à l'atterrissage. Et comme les contraintes sur la cellule ne sont pas les mêmes au décollage et à l'atterrissage, les contraintes sont plus importantes à l'atterrissage, nous avons une masse maximale à l'atterrissage qui est toujours inférieure à la masse maximale au décollage. En conséquence de quoi? Lorsque l'on fait un vol comme Montréal, quand on prend l'avion, plus tout ce qu'on met dedans comme charge marchande, c'est-à-dire les passagers, leurs bagages, le fret, etc., et que l'on rajoute le carburant pour faire un vol de 7-8 heures, il est évident que l'avion pèse très lourd. Et cette masse étant supérieure à la masse maximale à l'atterrissage, au cas où tout le carburant que nous avons embarqué pour faire le vol ne serait pas
consommer, puisque nous allons devoir faire demi-tour, Demi-tour, bien oui. avant d'arriver à Montréal, on va être obligé donc de diminuer la masse Délesté. pour qu'elle réponde aux critères de l'atterrissage. Voilà. D'accord. Ah, Maintenant, très bien. la dangerosité, il n'y en a pas, parce que le carburant que nous vidangeons, d'abord, nous le vidangeons dans des conditions très particulières, nous appliquons des procédures très spécifiques, avec qui consistent à une altitude minimale, une vitesse minimale, etc. Et ce Mhm. carburant est carrément, comment Jeté à la dirais-je, mer. il est, oui, oui, non, mais il est jeté, mais pratiquement il touche même pas le sol, parce qu'il est, il est Il est vaporisé. évaporé, il est Voilà, évaporé il est évaporé en cours de route, voilà. en Donc, cours de route. il Oui, n'y a oui, j'ai aucun compris. danger, il y a strictement aucun danger à vidanger du carburant. Aucune étincelle qui Non, pourrait non, rien du tout, rien du tout. De toute façon, intervenir. pour que ça puisse brûler, il faudrait que il y ait des vapeurs de carburant, parce que c'est jamais le liquide qui s'enflamme, ce sont les vapeurs qui s'enflamment. Alors là, les vapeurs, elles sont en dehors de l'avion, donc il y a vraiment aucun risque. Il y a vraiment Ah, ben aucun ça risque. me Que- rassure. Merci beaucoup. Anouchka, ce Merci, que je trouve curieux, par contre, Yves Anouchka, Mourad. Oui. excuse-moi, Anouchka, excusez-moi. Ce que je trouve curieux, par contre, c'est qu'on vous ait annoncé la panne. Parce que Ah logiquement, oui, 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 Farid Bouazza, c'est ça. C'est ça. C'est en fait, on était arrivé à mi-chemin, quoi. On avait quitté la mer Méditerranée, donc on était à proximité des côtes espagnoles, et il avait pris le micro pour nous annoncer ça, pour nous dire, voilà, c'est une panne au niveau du boîtier. Mais là, je saurais pas vous dire parce que Oui. j'ai eu. Ça doit pas être un truc. S'il a annoncé ça, c'est que c'est un problème de communication après. C'est un problème d'ACARS, par exemple. Et que maintenant, la réglementation, il peut pas faire la traversée sans l'ACARS. Donc, probablement, quand il a parlé de boîtier, il a dû donner le nom, mais que vous n'avez pas capté, mais c'est pas grave. C'est pas un boîtier, en réalité. Quand il dit boîtier, il a dû donner une spécification, il a dit expliquer quelque chose, mais que vous n'avez pas capté, mais ça, c'est pas grave. Fait est-il que Deuxième l'URF, commandant de bord, voilà. Et ils ont mis 6 heures à réparer la panne, voilà. 6 heures. Et on est resté dans l'appareil, sans pouvoir bouger. ça, par contre, c'est pas normal. Oui, on avait fait des réclamations parce que les gens commençaient à enfin pas s'inquiéter parce qu'on était au sol, mais quand même ils avaient chaud, il y avait aucun service à bord pour nous donner de l'eau pour les enfants et tout. C'est pas normal. On n'avait même pas le droit de sortir de l'appareil, voilà. Ça, Ça, c'est on a trouvé ça très incorrect en fait par rapport au. Attends, on va progresser doucement, doucement, doucement. Mm, Doucement. Quand il y a un cas comme ça, un retour au parking, enfin, un QRF, mm. la première des choses, le commandant n'est pas un fada, n'est pas un fou. Il va demander de technique déjà. Le technique va venir. Les gars du technique vont venir, ils vont expertiser ce qu'il y a. Ils vont voir. Ils vont lui dire Oui. probablement que c'est un truc rapide. Si c'est Mm. rapide. Donc, il y a un certain moment qui passe pendant le traitement de cette histoire. Maintenant, si on lui donne un timing, si on lui dit ça va prendre plus de 2 heures déjà, plus de 2 heures, ça commence à incommoder. Être beaucoup. Oui. Mais maintenant, est-ce que l'information a été faite comme ça? Est-ce que le service d'eau chaude a eu l'information? Est-ce que la salle était à même de faire le retour des passagers vers la salle? Parce que tout ça, et en attendant de changement d'avion, parce que quand il y a un changement d'avion, c'est sûr que vous allez descendre. Sûr. Mais si on lui avait dit non, ça va prendre une demi-heure, 1 heure maximum, à la limite, ça reste dans l'acceptable. Mais je vous assure, hein, moi je l'ai vécu en personne, quoi. Donc on a commencé à s'inquiéter à partir de 2 heures, quoi. Et après on leur a demandé de sortir, mais ils nous ont dit bon ça va s'arranger, mais c'était long, quoi. Ça prenait de plus en plus de temps. Et voilà. Et on a pris le même avion, je veux dire, l'avion n'a pas été changé, quoi. Est-ce qu'ils vous ont dit ça va s'arranger, Inch'Allah? Oui, 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 ils nous ont dit ça va ça, pas Inch'Allah. Non, ils n'ont pas dit Inch'Allah. Ils ont dit on maîtrise la panne. On a ramené un autre poste, un autre, Oui, bon, là, autre boîte. 6 heures, je ne sais pas si c'est réellement 6 heures, mais 6 heures, c'est beaucoup. Hein. 6 heures, Oui, moi je passagers, vous assure. c'est beaucoup.
Mm. Maintenant, je sais pas, il y a, vous devez, Mm. normalement dans votre truc, vous devez écrire à la compagnie et relater pratiquement les faits, Oui, oui, ben écoutez, que ça se reproduise pas. C'était Air Algérie en ou fait, Air Canada? je vous assure que moi, il y a une copilote qui est copine avec ma fille, qui est au Canada. D'ailleurs, elle était au courant. C'est elle qui est venue, donc en deuxième équipage. C'est Mademoiselle Amjadani, Oui, ça qui remonte est à longtemps, ça. Sarah. Euh, Mais ça remonte à longtemps, ça. Libye, c'est Libye, Sarah Libye. Ah, Oui, 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 ça remonte à 2 ans. ah oui, Même 2 ans, pas. parce que Une année ou 2 ans. Anouchka, Une ou 2 ans. parce qu'elle est passée, elle est Non, commandataire, elle est oui, oui, commandataire. je sais. Libye me l'a dit, oui, oui. Elle a dit, elle est passée commandant de bord et donc on l'a reçue à Montréal chez ma fille. Donc, on sait tout ça. Mais bon, moi, j'ai tenu à témoigner comme ça, à titre personnel. Et puis, Ben, il faut écrire, hein. Moi, je vous conseille d'écrire, enfin, de relater oui, votre j'aurais dû l'écrire pour que, toujours, voilà, que toujours, Algérie en prenne compte, quoi. et Pour bien que ça sûr. ne se renouvelle pas dans l'avenir. Parce que jusqu'à 2h40, ça reste dans l'acceptable. Mm. C'est-à-dire que le passager peut comprendre. Au-delà, ça devient pas possible parce que les gens veulent. Et après, je pense qu'on a dû encore attendre parce que le nouvel équipage a mis du temps à venir d'Alger. Il y avait beaucoup de circulation. Et donc, on attendait l'arrivée de l'équipage. Et bon, mais maintenant, il va falloir voir ce qui s'est passé réellement. Parce que Mm. je pense que quand il y a un truc comme ça, il y a tout un process qui est lancé et l'enquête est faite de bout en bout. Alors que normalement, les équipages d'urgence devraient être mobilisés à l'intérieur de l'aéroport, comme ça se fait dans les aéroports Non, non, c'est pas à comme ça. On peut l'international. pas. Non, On non. Non? peut pas ça pour Moi, pour j'ai un vu vol ça, comme hein. Alger. Non, non, mais pour un vol comme Alger-Montréal, c'est pas possible. Compte tenu de de la longueur du vol, on peut pas laisser des gens à l'aéroport parce qu'à ce moment-là, Mhm, ils consommeraient ce qu'on appelle la période de service vol mhm. et donc ils seraient à nouveau hors amplitude pour faire le vol. Non, on peut faire des alertes terrain pour assurer des petits vols, des vols où Oui, la voilà, à limitation Constantine, on de, va oui, dire voilà. Constantine, Alger. Mais pour des vols long Hmm. courriers, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord, d'accord. Ok. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Merci. C'est Merci, Aïchek. Merci, au revoir, madame. Au revoir. Adèle Workoutine. J'ai une question. Quand le TICAS se déclenche, est-ce que les pilotes paniquent? Ben, ils sont pas intérêts. Parce que tout le principe, il est là. Si le TICAS, déjà, quand il y a avant la résolution, il y a l'advisory. Donc, sur le ND de l'avion, sur ses écrans, il voit l'avion apparaître à ou telle altitude et qui se rapproche. Donc à ce moment-là, c'est la réduction du range pour voir exactement la position de Terra. Et au moment de la résolution, c'est là où il faut faire une action. Il y a toute une procédure à faire. C'est écouter ce que dit l'avion, ou descend, ou monter, ou maintenir vertical speed, ou voilà. Donc c'est le moment où il doit être en alerte au lieu de paniquer, ça sert à rien. Maintenant sur le 350 de dernière génération, l'avion le fait tout seul. Qu'il panique ou pas le pilote en voyant cette résolution, l'avion va le faire tout seul. Bon, et plus ça va être comme ça. J'ai eu la chance de faire des vols avec ces DBLK, c'était un plaisir. Ah bon, ben je me rappelle pas, oh là. Mais bienvenue. Eh bien, peut-être, j'ai raté des trucs ou pas. Cincy Viria. Bonjour messieurs, s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler des derniers événements où on Oh, parle beaucoup de Boeing? Bon, ça, on en a parlé déjà, mais bon. on en a parlé, les événements, il y a des périodes où c'est comme ça. Et bon, maintenant, quand il y a mort d'homme, c'est-à-dire quand il y a accident, personnellement, que ce soit moi, JB ou là, on préfère se retenir au lieu de parler des choses. Bon, on peut en parler, mais sans plus. C'est-à-dire pas de jugement, rien.
ni sur l'attitude, ni la façon de faire, ni rien. On attend le rapport. Et une fois le rapport entre les mains, c'est-à-dire ce qui va être diffusé, lu, on peut en discuter là, comme on en a fait avec plusieurs incidents ou d'accidents qui se sont passés. Mais bon. J'ai vu la vidéo de Aldostérone à propos de Jeju Flight là en Corée. Ouais. J'ai relevé un truc qui était, enfin, tu vas me dire, toi qui as fait du 37 800 Nourdine, mais il a dit un truc il dit la reverse de droite a été passée par le pilote. Et il est impossible que la reverse droite soit passée par une action pilote, puisque le train étant rentré, le relais air-sol était forcément sur vol, et sauf à penser que le 37-800 soit différent du 37 de base, mais les reverse, quand on est en vol, les reverse, on ne peut pas les activer. Donc, si la reverse du moteur droit était ouverte, effectivement, la voie ouverte, c'est essentiellement mécaniquement par le frottement sur le sol. À mon avis, hein, arrête-moi si je dis une bêtise. Ce qui est très plausible. Très plausible, justement. C'est la seule raison pour laquelle je verrais la reverse droite ouverte, parce que par une action pilote, c'est impossible. Le relais air-sol, puisque le train est rentré, le relais air-sol, il est sur vol, et les reverses ne marchent pas. Hein. Oui, à l'impact, enfin, la force que prend cet avion quand il percute la planète, il y a des chances que tout se déglingue et tout s'ouvre, hein, donc que ce soit tout à fait, ouais. Mais là, Tu confirmes, JB, puisque tu l'as vu, parce que je vous ai demandé de la voir, parce qu'il y avait pas mal de contradictions. Tu confirmes qu'il dit que donc les boîtes noires ne seraient pas exploitables vu que non, il n'a pas dit ça. Ah ouais, il y a une vidéo. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non. Il a dit que bon, pour les volets, on n'arrivait pas à voir si les volets étaient sortis ou pas. Bon, c'est quand même assez flagrant sur la vidéo, au moins que les becs de ventracle sont pas sortis. Bon, les spoilers, à un moment quand même, il s'est rattrapé en disant que il fallait, à moins que les pilotes les aient sortis manuellement. Bah oui, bien sûr, parce que les spoilers, à partir du moment où le train est rentré, le relais air-sol ne joue pas son rôle, l'anti-skid ne joue pas son rôle, et donc les speed brakes, quand bien même ils auraient été armés, ils sortiront pas, puisque de toute façon, les roues sont pas par terre. Donc, si les spoilers devaient sortir, ils sortiraient par une action pilote, où le pilote tirerait sur les spoilers au toucher. Voilà. Mais voilà, c'était juste des petites particularités, mais de toute façon, bon, le global est correct. MS, qui dit je suis tombé sur le commandant Bouchama, à mon avis, je sais pas si on parle du même, mais le commandant Bouchama est en arrivée Bika, ça fait longtemps, je sais pas comment tu me dis hier. Bon, ben c'est un autre, et tu l'as pris pour le commandant Bouchama, je sais pas. Mais bon. Parce que Bouchema n'est plus en fonction apparemment. Si mes souvenirs sont bons, quoi. Pouvez-vous m'expliquer le principe du pompe compresseur stall là? Allez, je m'y colle. Vas-y. Alors, le compresseur stall, bon, il faut savoir que, d'abord, comment fonctionne un compresseur. Un compresseur axial, comme c'est le cas sur les réacteurs. Donc, il y a une roue à aube avec des petites ailettes et qui va projeter l'air vers l'arrière, lequel air va arriver sur des ailettes qui sont elles-mêmes fixes cette fois-ci. Donc, il va y avoir des ailettes mobiles qui vont projeter de l'air sur des ailettes fixes. Donc, ça va faire une pression d'impact. Et après ces ailettes fixes, elles vont passer sur une deuxième roue de compresseur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. Il est évident que l'écoulement de l'air dans le compresseur doit être calibré et doit être doux. Et il peut se produire pour des raisons X, Y ou Z. La première raison, c'est une déformation des ailettes, sous l'effet de, par exemple, l'absorption d'un oiseau, par exemple, ça peut tordre des ailettes. Et à partir du moment où les ailettes sont tordues, l'écoulement de l'air ne va plus être idéal, et il va y avoir des contre-pressions qui vont s'établir.
Il peut y avoir également une turbulence qui est créée par le givrage à l'entrée du réacteur, ou bien, par exemple, les, les cendres volcaniques, etc. Toutes choses qui vont modifier l'écoulement dans l'entrée dans l'entrée d'air du réacteur et dans le cheminement au travers des compresseurs. Ça va provoquer des contre-pressions qui vont faire des boum-boum, comme ça, ce qu'on appelle des compressor stalls, donc un décrochage des filets d'air dans le compresseur. Voilà le principe. Il peut y avoir aussi des problèmes de carburation, mais généralement, c'est plutôt purement aérodynamique au niveau des compresseurs. On a eu, par exemple, des exemples, des réacteurs, par exemple, quand ils ont pas mal tourné dans le sable, au Sahara ou autre, où les ailettes finissent par être fatiguées, elles sont un peu déformées, usées par le sable, eh bien, à certains régimes, le réacteur tend à faire du compressor stall. Voilà. Voilà. Salut Michel. Attends, on répond. Michel, salut et on répond. Salut Michel. Bonsoir tout le monde, excellente Salut. présentation JB. Farid, non, Dinel Kibir, le chat, bonsoir. Salut Michel, salut. Ah, tu tombes bien, Elias. Il y a quelqu'un qui pose la question sur la formation. Et je ne sais pas. Mhm. Est-ce que c'est possible de faire un prêt bancaire pour financer sa formation d'aviation en Algérie? Je ne sais pas si c'est mis en place encore ou pas. Je ne sais pas. Moi, non. Alors, en Algérie, la seule approche que j'ai eue à un moment connu, c'était une banque qui avait pensé à faire un genre C'est pas vraiment un crédit à la formation comme on l'entend, mais ils te prennent genre 30% de ton salaire sur Wakala sur 5 ans. Yak. Et tu multiplies ça et c'est le total HADA qui va être financé. Donc c'est pas vraiment un crédit à la formation, c'est peut-être une aide. Mais bon, Ton c'est déjà une salaire, bonne chose. sur ton salaire une fois devenu pilote, tu veux dire. Non, 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 non. Non, C'est-à-dire ça, sur le salaire taxe pour payer la formation. Ah, donc sur ton salaire, et donc d'accord, ce n'est pas, c'est en modulaire, quoi, tu veux dire. Là, pas forcément. C'est-à-dire que, bon, le résultat, c'est qu'en général, pour les salaires qui sont un peu faibles, chouïa, mais ils ne bzaf. Donc, voilà, peut-être ça peut régler un petit peu la théorie, mais c'est pas le tout. Mais elle, un petit peu, on est encore loin en termes de crédit à la formation, ce qui doit être normalement vu, Yani. Bon, Yani, on donne de l'argent pour acheter des biens et tout ça, mais Elias veut dire par là que ceux qui formation laisse. travaillent, qui ont déjà un salaire et qui veulent faire pilote, ils peuvent utiliser leur salaire, des 30% de leur salaire pour faire ça. Bon. Tu t'avances, Ceux là, s'ils ont un peu de sous de côté, par exemple, plus هذه تتعاونهم. Tu vois. et tu es sûr que c'est toujours en place, ça, Michel? Salam Bank, ils font Salam ça. Bank. Donc c'est toujours en place. C'est toujours en place, ouais. Bon, Anna, pour moi, j'ai trouvé que c'est une forme de financement. Pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Alors, je voudrais répondre à Rami Ben Khenish, qui pose une question très intéressante. Que se passe-t-il à l'air une fois qu'il a fait tourner la turbine? Alors, il faut voir que dans les turbomachines, donc les turboréacteurs ou les turbopropulseurs, qui sont fondamentalement sur le principe les mêmes, d'accord? Effectivement, il y a à l'arrière des turbines, et donc l'air, quand l'air surchauffé qui passe dans les chambres de combustion, qui est où le carburant va être brûlé, l'air, enfin les gaz qui sortent des chambres de combustion sont très chauds et à très haute pression, très haute vitesse, vont heurter les turbines qu'il y a juste derrière, et donc les turbines qu'il y a derrière, en retour, vont faire tourner les compresseurs qui sont à l'avant. Alors sur un turboréacteur, les turbines vont absorber à peu près 25% de la puissance qui est sortie par ces gaz d'échappement. Les turbines vont récupérer 25% pour faire tourner les compresseurs à l'avant, pendant que 75% de la puissance va apparaître sous forme de l'air éjecté à l'arrière à très haute vitesse et qui va, par le principe de la conservation de la quantité de mouvement, action-réaction, et comme on va avoir de l'air à très haute température, très haute vitesse, va éjecter à l'arrière du réacteur, et ben le réacteur va réagir en avançant dans la direction opposée. Très bien. Ça, c'est sur les turboréacteurs. Et sur les turbopropulseurs,
les turbines à l'arrière entraînent non seulement les compresseurs, mais également l'hélice qui est associée. Et donc, dans le cas du turbopropulseur, pardon, là, c'est 75% pratiquement, voire 80% de la puissance du moteur qui sont absorbés par les turbines et seulement 25% qui vont être éjectés et servir en quelque sorte à générer un peu de poussée selon le même principe que le turboréacteur. Et voilà le principe. Et quand vous avez les turboréacteurs à turbine libre, à ce moment-là, c'est le même principe, sauf que la turbine, en fait, la turbine libre à l'avant, elle est entraînée indépendamment des turbines arrière. Voilà, c'est tout. Mais de toute façon, le ratio reste toujours le même. Voilà. Il y a quelqu'un qui avait demandé si GA avait un ILS. Je pense avant il y avait un lock DM en bas de la ILS normalement, non? Et maintenant, tous les aéroports pratiquement sont dotés d'ILS. Même DJ, le même ILS. Hiba qui dit salam alaikum monsieur, j'aimerais bien savoir être pilote de drone WJ700 est mieux qu'un pilote mieux qu'un pilote de ligne peut-être, voulait-elle dire. Ouais. Un truc mieux d'avion de chasse. Peut-être, je sais pas, je pourrais pas te dire. Bah, Juste plus bas. ça dépend. Le pilote de drone en général, c'est presque exclusif à l'application militaire, puisqu'il y en a en Algérie, hein, on tape là, oui, trucs et tout, il y a la spécialité pilote de drone, comme partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Mais bon, pilote de chasse, c'est un autre concept, c'est une autre façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'ils sortent pratiquement à la retraite très jeunes, parce que c'est très contraignant comme force. Voilà, bon, mais ça dépend. Moi, je dirais plus, ça dépend. Non, si les salaires sont meilleurs à piloter un drone, parfois c'est mieux que d'être pilote de ligne ou pilote de chasse, ça, c'est clair. Non, c'est pas surtout une question de salaire, parce que même, le drone, c'est vraiment un truc stratégique, utilisé par des pays pour des trucs bien précis. Tu es par exemple à ta base, tu pilotes un drone qui est vertical, une région à 5000 km. Passe-moi les cacahuètes, quoi. Tu es aux commandes et tu dis passe-moi les cacahuètes et rajoute-moi un peu de limonade. Voilà. C'est pas pilote. Pour moi, c'est pas pilote. Hein. C'est opérateur de drone, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas piloter. Que piloter, c'est être dans l'engin que l'on pilote. C'est le principe même du pilotage. Le reste, c'est. Je vous conseille. Comme par exemple piloter un simulateur à la maison sur ordinateur, c'est pas piloter. Pour moi, c'est manœuvrer, c'est opérer un simulateur, mais c'est pas piloter au sens propre du terme. Voilà. Exactement. Mais bon. Est-ce que tu nous conseilles, Michel? Je t'ai dit, je vous conseille le film là de l'ancien pilote de chasse de F-16 qui racontait sa vie. Où il a été déclassé, il a perdu l'AC1, il est devenu pilote de drone. Il était en train de bouffer des bretzels et à taper à 5000 km de là, alors que lui, il était dans deux cabines de contrôle quelque part du côté du Nevada, tranquille. Et tu me fais penser justement, Nordine, Departure sur Netflix. Oui, tu l'as vu ou pas? J'ai vu le premier, il y en a 6, hein. Ouais, il y a 6. Bon, le deuxième, ça concerne le crash de train. Parce que on fait tout tourne autour de l'enquête. C'est-à-dire comment mener une enquête, qu'est-ce qu'il faut avoir comme moyen pour voir l'enquête, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut investiguer en premier, quelles sont les questions à poser, etc., etc. Bon, il y a un petit peu de zieda dans le truc, mais en général, c'est un truc bien fait, hein, c'est un truc qui a été bien fait. C'est clair. Il y a Alicia qui pose la question, c'est quoi en fait les inverseurs de poussée? Alors, le principe de base des inverseurs de poussée, c'est de dévier la poussée à l'arrière du réacteur vers l'avant. Alors, il y a deux systèmes.
Il y a deux systèmes. Il y a le système ancien modèle où c'était parce que il faut savoir que les réacteurs maintenant c'est des réacteurs à double flux, c'est-à-dire qu'il y a un flux central qui passe dans la partie chaude du réacteur et comme à l'avant il y a un gros fan, une grosse turbine à l'avant, une grosse hélice en quelque sorte à l'avant. Elle va projeter de l'air autour du réacteur, dans le carénage autour du réacteur. Donc on a un flux froid à l'extérieur et très chaud à l'intérieur. Alors, l'ancien système consistait en fait à avoir à l'arrière du réacteur des coquilles qui s'ouvraient comme ça et qui bloquaient le flux d'air chaud et le déviaient sur les côtés vers l'avant. C'était ce qu'on avait sur 737 200, etc., 727 et autres. Bon. Donc on fermait en quelque sorte la sortie vers l'arrière et on déviait l'air chaud vers l'avant. Maintenant, compte tenu de la poussée qui est délivrée par le fan à l'avant, en fait les reverse maintenant sont sur la partie extérieure, sur le flux extérieur du réacteur. Et c'est exactement le même principe, ce flux est dévié vers l'avant pour générer une poussée inverse vers l'avant et donc ralentir l'avion. Voilà le principe des inverseurs de poussée. Et sur les avions à hélice qui ont un système d'inversion de poussée, à ce moment-là, c'est d'inverser le pas des hélices de telle sorte qu'au lieu de générer une traction vers l'avant, elle génère une traction vers l'arrière. Et donc, elle freine l'avion de la même manière. Voilà. Salut. Alors, ça s'appelle comment? Oui, alors, Ibir, ça s'appelle, je ne sais pas si tu as dit, Philippe, Departure Flight. Oui, je vais répondre. Ouais. Je lui ai répondu. Departure Flight 716. 716. Ça, il s'est répondu. Mais excuse-moi, Nordine, la série s'appelle Departure, tout simplement. Ouais, bon. Pourquoi tu dis Departure Flight 716? Parce que pour voir la 716, après, la série ne va peut-être pas intéresser ça va peut-être intéresser les gens qui veulent voir la série, mais ça parlera plus après d'aviation. Ça parlera beaucoup d'enquête. Comment faire une enquête? Tout à fait. Comment le TR tourne sur piste à gauche? Bien non, ça veut dire sur piste. Tu parles au sol, comment au sol il a son volant qui est manipulé par le commandant pour tourner à droite ou à gauche, mais tourne sur piste à gauche ou bien à droite. Comment tu tourne sur piste à gauche ou à droite? Tu veux dire, il est en l'air, il veut tourner à gauche ou à droite, et bien il va sans yoke, sans manche. Et ici, il est sous le pilote automatique, donc il actionne le virage et il met l'axe de la piste et directement l'avion va aller chercher l'axe de la piste, que ce soit à droite ou à gauche. Au sol, il est guidé comme tous les avions avec un volant en proximité du captain et dans notre compagnie où le copilote roule, il peut le faire aussi pour orienter cet avion sur une ligne bien précise du taxiway ou pour aller vers la piste ou là. Bon. Comment H a sélectionné ses élèves pour aller à Oxford? Bon. Ils ont fait une sélection et qui a été proposée par des critères de formation pour Oxford et ceux qui ont été pris ont été faire la formation. Question de Ben Khanish. Lors de l'atterrissage, on actionne les reverse ou les spoilers? On actionne les deux. On actionne les deux. On actionne les deux. C'est ce que j'ai répondu par écrit. Les spoilers sortent automatiquement si l'avion en est équipé, hein, bien sûr, s'il est équipé de spoilers automatiques. Sinon, on les sort en manuel. Et les reverse ensuite. Mais les reverse ne sont pas obligatoires à l'atterrissage. C'est pas... On peut se poser sans mettre les reverse.
Parce que dans les calculs qui sont faits pour déterminer la distance d'atterrissage, tout comme la distance d'accélération-arrêt de l'avion au décollage, les rivers ne sont pas pris en compte. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que si vous avez une panne moteur, automatiquement, l'effet des rivers va être diminué. En plus de ça, en plus du fait que si on a une panne moteur, quand on va mettre les rivers, on va avoir des rivers dissymétriques. Donc on va tomber dans ce qu'on appelle la vitesse minimum de contrôle, etc., etc. Donc les rivers, on n'en tient pas compte. C'est un plus. Ouais. C'est un plus. Donc et il y a même D'autant des terrains, où on n'a pas le droit de interdisent. sortir les rivers. C'est ce que j'allais dire. On n'a pas le droit de sortir les rivers au-delà de idle ou un truc comme ça. Donc voilà. Eh ben, Fantoche, si tu... écoute, d'abord les rivers sont déployés au sol. Une. Donc si le gars fait un touch, et il veut faire un touch and go, il n'a pas intérêt à sortir les rivers parce qu'il ne pourra pas mettre les gaz. Il faudrait qu'il rentre les rivers. Donc il y a un moment pour que la mécanique s'opère. Passer au volet configuration décollage et mettre la puissance pour décoller. Donc s'il laisse les rivers déployés, en aucun cas l'avion ne va avoir sa puissance pour le décoller. C'est impossible, c'est comme ça. Parce qu'il y a une interdiction et parce qu'il y a c'est pour ça qu'on appelle ça un inverseur. C'est des inverseurs de poussée. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, JB. Et puis de Il toute faut façon, savoir mécaniquement. Il faut savoir d'abord que pour passer les rivers, déjà pour mettre les rivers, pour les sortir, il faut déjà que les manettes de gaz soient ramenées au ralenti. Sinon, les manettes de rivers, elles sont bloquées. On ne peut pas les déployer. Et une fois qu'elles sont déployées, on ne peut pas, les manettes de poussée positive, on ne peut pas les avancer. On peut pas. Elles sont mécaniquement bloquées. Donc, si on faisait un touch and go, et avec rivers sorti, il faudrait refermer les rivers, attendre que les rivers reviennent en poussée positive pour pouvoir augmenter la poussée. C'est pas évident. Hein. Ce n'est pas le but recherché. C'est pour ça que quand on faisait des entraînements, des exercices, des touch and go, toucher et repartir, on disait pas de truc, pas de spoiler et pas de reverse. Voilà. Moi, j'ai vu même des avions russes. Tu vois les Tupolev qui ont des moteurs arrière comme des 27. Ils sortaient les inverseurs de poussée avant même de faire l'arrondi. Oui, Les Russes, hier. Mais il y avait le DC-8. Il y avait le DC-8 qui était le seul avion de ligne qui pouvait sortir les rivers en vol. Ils avaient la possibilité rivers en vol. Voilà. Absolument. L'Oda, c'est ça, non? C'est l'Oda, non? 67. L'Oda, c'était pas avec ça, mais l'Oda, c'était un reverse, inadvertent reverse in flight. Mais sur le DC-8, on pouvait, c'était une procédure, on pouvait, pour décélérer l'avion, sortir les rivers en vol. Il y a une DC-8 réaction, normalement. DC-8, c'était à réaction, un cadré réacteur. Il y a une question de Idir et je le rejoins parce que c'est vrai que toutes les vidéos qu'on voit, en fin de compte, c'est ça. Hein. Pourquoi je vois les pilotes activer les rivers avec agressivité? En général, non. Parce que ça, c'est un effet humain un petit peu, que le gars, une fois qu'il touche le sol, avec les deux bodies arrière, sa main par instinctivement vers les rivers et les sortir comme ça. Bon, mais non, c'est pas une obligation, c'est pas une action demandée d'agressivité sur les rivers. Au contraire, tu te poses, les deux bodies qui touchent, deployed, enfin déverrouiller les rivers. Quand l'avion touche du nez, eh ben, il faut déployer au maximum, c'est tout. Mais Je pense que c'est le terme qui est pas bien choisi. Oui, mais peut-être avec empressement, voulait-il dire. Oui, des fois, il y a l'empressement. C'est comme ceux qui, par exemple, tu verras aussi des gens sauter sur la roulette de nez, sur le volant pour contrôler l'avion, alors qu'il faut attendre que ce soit un roll-out sur l'axe, que l'énergie cinétique de cet avion diminue au maximum,
vers une vitesse adéquate qui est aux alentours de 62, 80, 69 pour pouvoir mettre la main sur le truc, sur le volant, pour éviter justement qu'il y ait embardé à droite à gauche. Et surtout, je dirais surtout sur qui m'a par exemple la TR qui a un roulis induit, ce qu'on appelle le roulis charolais pratiquement. Parce que le train terre, il est juste à proximité de fuselage en bas. Et donc, si à une vitesse supérieure à 80 ou 100, le gars, il s'empresse à toucher le volant de conduite au sol, ça peut faire des embardées à droite et à gauche. Et des fois, ça se passe comme ça. Ça dépend. Je vous quitte pour quelques instants. À tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Tout. Tu as quelqu'un sur le guest, Nordim. Oui, oui, Abbé de Nimili. Vas-y. Salam alaikum, les amis. Moi, je ne suis pas aviateur, mais je n'ai rien à voir avec le monde de l'aviation. Moi, je suis un financier. J'ai Nul n'est juste parfait, une petite question. nul n'est parfait. Allah yassalmak, c'est très gentil de votre part. Je profite de votre expertise pour avoir, on va dire, une réponse à une question on va dire, qui me tarde depuis quelques années. Quelle est votre analyse sur la disparition de l'avion de Malaysian Airlines? Merci. Aucune. Aucune, simplement aucune, parce qu'il y a eu tellement de la palabre en 10 années de trucs que maintenant ça ressort encore, ça revient en actualité, et on ne peut absolument, mais alors là, absolument rien dire de concret tant qu'il n'y a pas un truc concret. Et voilà le problème, c'est qu'il n'y a rien. On ne sait pas si cet avion a disparu comme ça, on ne sait pas s'il a été détourné, posé quelque part et donc décortiqué ou quelque chose comme ça. Il y a eu des supputations, il y a eu de la discussion sur des complots, de ceci. Donc on ne peut rien dire. Il y a eu même de la fabulation, on a trouvé ça, on a vu ça, on a. Mais qu'est-ce que maintenant? C'est-à-dire, il faut. Dans des trucs comme ça, on ne peut pas s'autoproclamer enquêteur et donner une analyse concrète. On peut faire des supputations. Bien oui, probablement, peut-être que, mais sans plus. Sans plus. Personne ne détiendra la vérité tant qu'il n'y a pas un truc concret devant les yeux. Personne. Voilà, donc c'est pour ça que nous, personnellement, moi je m'interdis d'en parler. D'ailleurs, quand il y a eu le crash de Rio, on en a parlé entre nous, parce qu'on était encore en fonction, on parlait entre nous, parce qu'on était concernés, on pilotait des 330. Mais on ne pouvait pas dire, jeter le dévolu jusqu'à ce qu'il y ait le rapport. Parce que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, il est possible que pour des raisons X, les rapports peuvent être un petit peu manipulés. Ça, c'est vrai. Ça peut arriver. Quand il y a intérêt à droite ou à gauche, des fois, les bureaux d'enquête sont en affiliation avec des politiques qui veulent leur demander de faire des choses pas nettes. C'est possible. Mais on peut rien dire. On peut absolument rien dire. Qui sommes-nous pour parler de quelque chose sur laquelle on n'a rien du tout? Merci, c'est très gentil de votre part. Merci pour votre réponse. Et voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli de votre guest. Merci, c'est notre. No one is perfect, yes. I loved Saddam Morad. Salam alaikum. Morad. Ça va, tout va bien? J'ai bu Morad, tout le monde. Salut. Salut Tahar. Salut Farid, Ça va? ça va, merci, et toi? Ça va, alhamdoulilah. De la bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux également. Merci. J'ai essayé de participer depuis tout à l'heure par écrit, j'ai essayé de répondre à certains. J'ai vu, ouais, très bien, très bien. Merveilleux. Tu as quel- Attends, j'ai posé une question. Voilà, s'il a vu le film Departure. Voilà, tu as vu sur Netflix Departure? Là, je crois pas, non. Non. Netflix Macho. C'est une histoire assez bien faite.
sur une enquête. C'est une série, hein, mais ça parle d'enquête sur les accidents, un truc et tout. Et là, on voit un peu le rôle néfaste des, de quelques politiques qui veulent s'ingérer dans l'occultation, si j'ose dire, de preuves et de trucs et tout sur beaucoup de choses. Bon, ça ne demeure qu'une série, mais si tu veux, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on te fait des trucs comme ça, c'est qu'il y a eu des précédents. Moi, je trouve qu'elle était bien faite. Comment le gars là qui a été bourré, histoire d'atterrissage, etc., il a sauvé les passagers. Ouais. C'est ça? Là, Dark Flight, le film. D'accord. Ah, le film, Bon, si serré. non, c'est un peu exagéré, ça c'est exagéré, ça c'est un peu exagéré. D'accord. Ils veulent en faire un pilote même bourré ou le héros, le patayara sur le dos, un DC-9. Non, bon, c'est un peu trop doux. Mais là, quand tu vas voir un petit peu la manipulation d'informations. Et je pense que, bon, toi, en tant qu'enquêteur, puisque tu étais dans le sérail, tu as dû avoir des sons comme ça. Elle a dit, voilà, maintenant, je suis. Bon. Et chez Chouïa, c'est un peu difficile dans le cadre des enquêtes accidents, parce qu'il y a une autonomie qui est exigée par l'OACI. Mais par contre, donc les audits OACI pour les pays, pour beaucoup de pays, tout ça, là, la politique, ça rentre dedans. Exact. Pour les enquêtes, je pense pas, c'est rare. C'est vraiment rare. Il y a une autonomie qui est à 100%. Je viens de reconnaître Mourad. Il a changé de photo de profil. Je viens juste de le reconnaître. Ah, c'est Farid. Oui, à la base. Ça va, Allah يحفظك. Need to be privatized. Tu sais, Varig, cette histoire de privatisation, encore une fois, la privatisation dans une compagnie aérienne sert à générer des capitaux. Bark. C'est pas parce qu'une compagnie est privée qu'elle va jamais être exceptionnelle ou là, truc. Non, rien à voir. Et quand c'est un pavillon national, tu peux avoir des participations, c'est-à-dire tu as une un petit peu, comment dire, capitalisation et ceci, cela. Mais quand c'est le pavillon national, l'État est obligé de redorer, qu'on le veuille ou pas, le blason de son pavillon national, que ce soit RAM, Tunisair, Algérie, Air France, n'importe. Sinon, ce serait simple de dire, bon voilà, vous avez de l'argent, et venez acheter la compagnie et faites ce que vous voulez. Parce qu'après, ça va être une autre chose. Le privé, si tu veux, c'est un petit peu, c'est pour ça que, par exemple, tu fais un parallèle, Varig, avec la santé, c'est pareil. Tu peux aussi parler des hôpitaux privés. Il y a des cliniques privées, il y a des hôpitaux publics. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Oui, to create a competition, il faut créer des compagnies en parallèle. Dans des pays comme les nôtres, il y a de la place à minimum 3, 4, 5 compagnies. Mais ça, encore une fois, les gens pensent que la création d'une compagnie, c'est simple. C'est un truc énorme. Ça demande beaucoup d'argent, le cash flow, il est faible. Il faut l'attendre à peu près à partir de la 5e année. Et encore, bon, c'est pas aussi évident qu'on le pense, hein, de créer une compagnie aérienne. وهي شي شويه سي نور الدين بحال دابا سا سي لو مالور ديالنا حنا كاملين ديال بريسك تو لي بيي سورتو بون نهضروا حتى علينا حنا لا المغرب لا فرنسا ميم بحال دي كومباني ناسيونال راه يا با دو غان لا دسو ديما سي توجور دي سوبفونسيون دو ليتا اكسيتيرا اون غاني ريان فهمتي دونك فهمتي تبريفاتيزا انا ان سيغتان مومون جيتي conseiller du ministre dans le domaine aéronautique. Donc, on est parti trop loin pour privatiser la Royal Air Maroc. Mais ça n'a pas donné malheureusement. Mais je le dis à haute voix. Si Hajali Mradi, j'ai eu un intérêt ou j'ai eu une valeur ajoutée. J'ai dit dire un national où j'investis chaque année
des budgets qui partent, فهمتيني هكاك c'est chaud ما عاد en plus de ça la loyauté ou داك le monopole ديالهم vraiment c'est difficile de concurrencer par exemple les compagnies aériennes nationales. C'est pas facile du tout. Hein. Salut à tous. Salut Walid. Comment ça va? Ça va. Salut Walid. Walid. Salut Molad, salut pilote. JB, je l'ai pas entendu. Il est pas là? Il prend son thé, il arrive. Ah, le rituel. Papillon Garquet, le meilleur avion long courrier à piloter sur l'eau. Bon, tous les avions long courrier, d'où le nom d'ailleurs long courrier. Tu as du 350 jusqu'au 330, 350, 777, 780, 380. 380 et trucs, tout ça. Hein. Donc, c'est pas seulement selon moi, c'est selon ce que demande ce process de long courrier, justement. Voilà, pour revenir un petit peu à un truc, il y a la participation qui est intéressante, la participation de grands consortiums. Tu sais, les gens ne sont pas au courant, par exemple. Air Algérie, les gens pensent que il n'y a que l'État. Non. C'est un conseil d'administration où il y a les assurances, par exemple. Il y a une partie qui, Air Algérie, fait partie du conseil d'administration aussi de Sonatrach, au niveau de Tassili, etc., etc. Il y a des banques qui peuvent rentrer. Il y a d'autres compagnies qui peuvent travailler en pool. Mais pour cela, il faudrait qu'ils rentrent en participation. Mais dans les pays comme les nôtres, par exemple, on a encore là la politique à 51-49, c'est-à-dire pour avoir la main, toujours la main sur le... quand tu vas, par exemple, au Qatar, dans les pays du Moyen-Orient, le Qatar, Emirates, Etihad et tout, c'est ce qu'on appelle les compagnies Five Stars, elles sont étatiques, c'est-à-dire quand je dis étatiques, elles appartiennent, si tu veux, à des sûrs. Le prince Flani qui est CIO, qui est cela. Mais le management est importé. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire le management a une part très importante dans cette histoire. Parce qu'il ramène le savoir-faire, il ramène le truc. Mais il est payé en conséquence. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'est pas à ce stade. Espérons que ça va avancer. Hein. Oui, Ibrahim, voilà, il y avait Antinéa, monsieur Antinéa, oui. Antinéa, c'était un ex-patron qui est décédé d'ailleurs des Glazures. Il avait acheté un avion, justement, le Victor Alpha, je pense, c'est un 37-200. Et il l'a acheté avec, dans un process de consortium de banques. Il a fait un emprunt bancaire au niveau de 5 banques qui ont acheté cet avion. Et il l'a exploité, ensuite il l'a vendu à Khalifa, et ensuite ils ont fait un pool, et ensuite on a vu ce qui est arrivé par la suite, quoi, en 2003. Il y a Papillon qui dit qu'il faut un grand hub, mais pour être un grand hub, déjà il faut accepter tous les pays du monde, qui est en espace, et c'est pas le cas d'Algérie. Le problème du hub, Walid, c'est pas surtout accepter ou ne pas accepter. Le problème du hub, c'est le handling et transit passager surtout. Parce que le principe du hub, c'est quoi? Tu as une plateforme, tu ramènes du monde d'un point de différents endroits, tu ramènes des gens vers ta plateforme et tu les dispatches sur tes avions vers d'autres destinations. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une chaîne très sérieuse au niveau de l'hôtellerie, la douane, la police, des transits, de ceci, de cela, de la bagagerie, comment faire transiter. Ça, c'est très, 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 très sérieux. Et c'est un truc que tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas dire demain, du jour au lendemain, je vais créer un hub. Là, on l'a essayé, Algérie, je ne te cache pas. On ramenait des gens d'Afrique pour les faire transiter par Alger, pour nous amener sur Paris. Mais après, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des bagages, des visas, beaucoup de choses. Bon, il faut d'abord maîtriser ce qui est au sol pour pouvoir s'attaquer à l'expédition de ces gens-là vers d'autres destinations. Bon. Oui, ça c'est le côté logistique. Après, côté politique, je veux dire, Air Algérie, elle n'a pas trop le pouvoir là-dessus. Si, je vais te dire, l'Algérie, il suffit qu'elle demande. Hein. Parce que quand tu as quand tu as un business plan et tu l'expliques sur 10, 15, 20 ans,
l'État n'est que favorable pour te suivre. Mais si tu dis rien, يقول لك خليها راهي ملاحة كيما راهي. Ouais, c'est vrai. Un passager peut-il faire atterrir un avion en cas d'incapacité des deux pilotes? Bah, s'il a des notions de pilotage, oui, mais sinon, il va avoir du mal. S'il a des notions, d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a un pilote en passager, il s'annonce quand il monte dans n'importe quelle compagnie. Il dit voilà, je suis pilote. Et il va s'asseoir à sa place. Les gens vont savoir qu'il y a quand même un pilote. C'est comme si on disait y a-t-il un médecin à bord pour faire appel à ses services en cas de problème. Maintenant, un passager lambda qui n'a aucune notion et qui arrive à accéder au poste si les pilotes sont en incapacitation et que le PNC soit en incapacitation, parce que d'abord il faut passer par eux, par le chef de cabine, par ceci, par cela. Oui, ça devient un film par l'hôtesse qui pose le 747 sur conseil du contrôleur aérien, par exemple. Un film. C'est joli à voir. Nordine, est-ce que Walid, bon, quand il aura sa licence, Ouais. il se présente à bord d'un avion, Ouais. il est pas pilote de ligne. Est-ce Ça qu'il veut- doit s'annoncer? Oui. Bah, il dit je suis pilote et c'est tout. Voilà le problème. Il s'annonce. Sinon, Très bien. quand on est pilote, il y a il y a des connaissances un petit peu, il y a des trucs cognitifs qui sont inscrits. Même s'il n'est pas pilote de ligne, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui peuvent être trucs. Il y a une paire d'yeux qui regarde un circuit, il y a une paire d'yeux qui peut analyser une situation, même si ce n'est pas son domaine. Oui. Il y a une question intéressante de India Bravo 24, mais moi je pense que je pourrais répondre par la positive. Monsieur, est-ce que tous les avions commerciaux sont équipés d'un système manuel de déploiement du train? Oui. Obligatoire. Sinon, la certification de l'avion ne se fait pas. Tous les avions ont le système de sortie de train par gravité. Tous, sans exception. Gravité ou autre? Par gravité, parce que le manuel c'est gravité. Le système manuel, c'est gravité. Oui, mais tu as un système de treuil aussi. Non, avec ces anciens avions. C'est ça. Maintenant c'est des trappes. Et tu tires au qui va par exemple de 330, 350 et tout, c'est un petit cache juste en dessous du train à soulever, ouvrir les deux interdictions de trucs de part et d'autre, gauche et droite, descendre la languette et le train sortie de secours, s'assurer que le train 3 vert, 3 rouge, ensuite confirmer ça avec la manette de train sur down et faire la checklist landing gear gravity pour confirmer que rien n'a été oublié, et voilà, et ça se passe comme ça. Nordine, il y a un autre système, c'est le système hydraulique backup. Il y a un C'est un système hydraulique séparé. Oui, mais ça. Comme sur l'avion sur le LED. Bon, sur les LED, mais c'est sur les. Je parle des commerciaux. Hein. Il y a des commerciaux dans ma vie. Bah, le gros porteur, elle voulait dire. Ouais, gros porteur. Vous voulez des commerciaux, des vols commerciaux, quoi, les gros. Mais bon, vas-y, tu peux expliquer sur le truc. Oui, c'est un système de hydraulique backup. S'il y a un problème avec le gear extension, genre il y a une checklist, comme tu viens de l'annoncer. Il y a une checklist spécifique au déploiement du landing gear avec le système hydraulique backup. Donc c'est carrément à droite, c'est un autre lever et une pompe où tu dois pomper entre 35 à 40 fois. Et il y a des indications manuelles à l'intérieur et à l'extérieur pour vérifier que le train d'atterrissage il est bien sorti. Un hydraulique de secours quelque part. Voilà, exactement. Bon, même pour qu'on avait la manivelle pour le faire sortir les volets, les trucs aussi. Bon, maintenant ça éclate maintenant. Pour les vols commerciaux, ça a été résolu. Même sur les 37, il y a une petite trappe juste à côté du pédestal qu'il faut soulever. D'ailleurs, il faut qu'elle soit fermée avant le vol, avant de partir. Parce que si la trappe est ouverte par inadvertance, le train ne rentre pas au décollage. Il y a une interdiction. Le train ne rentre pas en normal.
Donc il faut s'assurer que la trappe est bien fermée. Sur 37, je parle. Salut à tous. Il y avait sur 727 la punition des mécaniciens navigants. C'est la Il y manivelle. avait dans le sol du cockpit, il y avait trois endroits, 3 trous, 3 trappes, Ouais. et il y avait une manivelle. Alors il fallait tourner, je me souviens plus combien de tours, pour déverrouiller le train, donc lâcher les crochets qui tiennent le train en position up. Ouais. Et ensuite, une fois que le train était sorti, il fallait mouliner dans l'autre côté pour verrouiller le train. Exact. Et avec une coordination avec les 2 pilotes devant, etc. pour verrouiller. Il fallait mettre le train sur neutre. Enfin, c'était tout un système. Et Et il y alors, avait les visuels. au simulateur, les mécaniciens, quand on faisait plusieurs sorties de train en manuel, ils commençaient à rouspéter parce que c'était fatigant. Et tu te rappelles aussi, JB, il y avait les visuels. Absolument, oui. Il y avait les visuels à l'arrière, oui, au niveau des trains principaux et au niveau du train avant également. Ouais. En toche pour le 332, c'est 200 nœuds, sortie du train en gravité. De ce que devient Mimouni. Je vois qu'il est en retraite, mon Barak. Oui, Il est en la retraite et il passe à la télé. Ce qui est arrivé dans ton absence. Je peux pas te dire Bouhari parce que j'ai pas fait de la terre, mais je pense que le range, sans range, quelqu'un va nous le dire sûrement, en heure de vol, je pense que, attends, il peut faire, puisqu'il peut voler jusqu'à table, donc disons 4 heures d'autonomie à peu près, 4, 5 heures max. HQ avait besoin. C'est quoi le HQ avait besoin, je sais pas. J'ai le headquarter. Le headquarter. Ah, d'accord. Moi, je l'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Moi non plus. Spanish fait son apparition. Et il est là. Salut, Spanish. Il était là, il est plus là. Là, il est là, il est toujours là, mais il a changé de Remise de gaz. Il a fait une remise de gaz. Il a reçu un coup de fil. Certainement. À propos des rivers, je reviens juste sur les rivers parce qu'avant d'aller voir des problèmes de thé, juste des petites particularités pour les gens qui croient qu'on fait ce qu'on veut dans un avion. Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué quand j'ai fait ma première qualif 37, c'est que Boeing avait éprouvé le besoin de faire un petit dessin et de nous expliquer comment la main du pilote devait se trouver sur les manettes de gaz au moment de la sortie des rivers. Alors imaginez les manettes de gaz, vous avez sur ma photo de profil, c'est les manettes de gaz du 727, c'est la même chose. Alors ce que vous voyez devant les trucs blancs, là, c'est les manettes de poussée positive. Alors il fallait poser l'arrière de la main sur les manettes sur les boules de poussée positive, et avec les doigts aller chercher les manettes de reverse qui étaient devant, et on devait lever les reverse en ayant la main sur les boules de poussée positive. Parce que l'angle maximum que prend un poignet normalement constitué correspond à peu près à 1,4 de PR, qui était la poussée le régime qui était demandé pour mettre des reverse. C'est-à-dire qu'on pouvait, en appliquant cette méthode de Boeing, donc on pouvait sortir les reverse quasiment sans regarder les indicateurs moteurs, en étant sûr de ne pas passer en overboost, à condition donc d'avoir le bon geste, poser l'arrière de la main, le talon de la main sur les boules de poussée positive et tirer avec le poignet. Et d'ailleurs, je disais toujours aux pilotes qui avaient tendance à prendre les manettes de reverse sur le côté, autrement que sur cette méthode-là, je disais non, pas comme ça, parce que vous risquez d'overbooster. Et avec les doigts, on pouvait réguler pour avoir les mêmes poussées inverses sur tous les réacteurs. Spanish, salut. Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Salut Spanish. Salut le chat.
On t'attend toujours pour savoir s'il y a une petite anecdote, des trucs comme ça, je sais pas. Giovanni. Eh ben, écoute, aujourd'hui, figure-toi que c'était une belle journée constructive. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si sur Orly, il y avait des rafales entre 30 nœuds et 50 nœuds. Et ce matin, il y a un 330 de Corsair, là. Le capitaine, il s'est posé à 30 nœuds. Il était limite structure. Et Ouais. ben, il était content d'arriver au bloc. La plupart, Et franchement, il y en a au moins une dizaine qui ont fait une remise des gaz. 32 nœuds, structure 30 pour le ventre, Ex- 32. Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit on était en limite structure et il y a énormément. Je te dis, il y a au moins une dizaine d'avions qui ont remis les gaz. Et arrivé au bloc, il m'a dit on avait fait toutes les routes d'escape, Charles de Gaulle, Lyon, on les avait toutes faites. Mais finalement, on est arrivé au bloc. Il m'a dit je suis bien content quand j'ai mis les pieds sur les freins. Et franchement, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, c'est Il y toujours. avait 30 nœuds travers. 30 nœuds travers. Ouais, Hein. ouais, exactement. 30 nœuds travers, c'est méchant quand même. Oui, Ouais, oui, certifié 32. Certifié 32 et du devenant à 50 nœuds. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en Là, il y réalité, aurait une no-go. la certification c'est 32, mais en fait, la structure, elle a été, si tu veux, essayée à 42 nœuds de travers. 42. Bon, il y a toujours Oui. une Ouais, sécurité, mais il faut c'est pas. une marge de sécurité, toujours moins. Non, mais parce que le vent de travers, t'as encore une fois, il peut y avoir un cisaillement de vent de travers. Il n'est pas Ouais, structuré à 30 ou à 32, il peut aller plus et descendre d'un seul coup. Donc c'est là où c'est un petit peu plus. ah oui, il me l'a dit, hein. Il m'a dit, franchement, il m'a dit, je suis content quand j'ai posé. Alors, ils se sont posés, ils étaient morts de rire avec son copie, là. Ces deux mecs, deux anciens de l'armée, là. Et ils me disaient, ils étaient contents quand ils ont posé l'avion. Et ils s'étaient contents, ils se sont regardés. Et là, il y a le capitaine qui a dit, attends, on a fait le plus dur. Ça serait con de foutre l'avion dans l'herbe. Donc, viens, on se reconcentre jusqu'au bloc. Ça doit être impressionnant. Ils allaient carrément sabrer le champagne ou quoi? Non, mais 30 nœuds, bah, je sais pas, après, Nordine et Morad peuvent te le dire. Je pense que 30 nœuds, comment ça souffle. Je pense que tu dois être bien concentré et t'es bien content quand tes roues, elles posent. Vrai ou faux, messieurs? Absolument. J'ai pas envie de raconter cette histoire, mais bon. Et ça s'est passé chez Morad Sahmna, à Casa, quand il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Et quoique je suis à la retraite, je peux la raconter, mais c'est pas grave, je vais pas la raconter. Comment on s'est posé. Et à combien on s'est posé vent de travers. Raconte. Non, je sais que tu es un crash, tu es un crash. Tu peux nous dire au moins à combien il était le vent, non? Tu dis que c'était sur Tatawin Airlines, c'est pas grave. Si je te disais la valeur, tu vas tomber à la renverse, alors j'ai même pas envie de te le dire. Et d'ailleurs, même là, tu peux vérifier le jour où il y avait c'est exceptionnel à Casa, hein, c'est vraiment exceptionnel. C'était en 17, la piste 17, c'était exceptionnel ce jour-là. Ce qu'il faut savoir, Dépassé. c'est que Donc tu as dépassé les 42. c'est toute l'ambiguïté de cette limitation. Parce qu'en fait, elle est donnée comme étant, et il est écrit dans les manuels, maximum demonstrated crosswind. Voilà. Maximum demonstrated crosswind. Donc certains considèrent que c'est pas une limitation à proprement parler. C'est ce qui a été démontré. Sauf que la technique que l'on utilise pour poser vent travers, qui est la technique de la glissade, en fait, de mettre l'avion en glissade, elle est forcément limitée par la géométrie même de l'avion. C'est-à-dire l'angle maximum de roulis qu'il peut prendre maximum avant de toucher le bout d'aile par terre, quoi. Voilà. Et c'est ça pratiquement qui détermine le truc, quoi. C'est ça qui. Et donc c'est vraiment très très piégeux comme truc pour un pilote. C'est toujours le truc piégeux. Est-ce qu'il va arriver? Et puis si on est coincé, qu'on est en fait quelque part contraint par les circonstances à se poser par un vent éventuellement en excédant
de ce maximum demonstrated, c'est pas évident du tout. Sabri, Ah, voilà, c'est ce qu'il avait l'air de dire ce matin, hein. Ils étaient vraiment, vraiment entre guillemets, contents d'être arrivés au bloc sans rien avoir cassé, quoi. Tu veux que je te dise un truc, Spanish? Ils ont percuté la limitation, la décarosserie. Parce que on n'en parle pas si tu l'avais pas fait. Je sais pas, mais je te jure, ils étaient contents. Je t'ai dit, il y en a, moi je les voyais parce qu'on attendait l'avion au bloc, du coup, Ouais. et ils se posaient juste devant notre point de parking. Je t'ai dit, il y a au moins une dizaine d'avions qui ont remis les gaz, hein. Oui, ça dépend dans quel. Donc, comment ils se sont présentés, comme disait tout à l'heure JB, ça dépend. C'est pas une science exacte. C'est qu'une fois, je me suis posé à Roissy, il y avait comme vent, enfin, je ne parle pas du vent travers, le vent lui-même était à 55 nœuds, et il y avait du vent travers qui était dans les limites de mon avion, mais c'était moi-même qui étais aux commandes, c'était impressionnant quand je voyais la dérive que j'avais en courte finale. Ouais. Quand j'ai vu la dérive que j'avais, c'était incroyable. C'est-à-dire que moi, je savais sur quelle piste j'allais me poser et j'avais l'impression que mon avion, quelqu'un qui serait rentré dans le poste, qui aurait vu ça, il aurait pensé que j'allais me poser sur la piste qui était à gauche. La RAM vient d'acquérir 2 gros avions, Airbus. Et ben, Brock, c'est bien, c'est une bonne chose. Ah, bah, là, c'était ça, hein, c'était 30 nœuds devenant 50. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, vu que l'avion, comme je vous ai dit, bah, il a fait sa rotation, il allait repartir sur une autre dest, il y avait peut-être no go. Ouais. D'ailleurs, c'est la réponse à la question de Didier, qui dit pourquoi hier sur Orly, la plupart des avions faisaient des holds avant d'atterrir le soir. C'est certainement qu'il y avait énormément de vent et que les gars, ils se posaient la question de savoir s'ils allaient poser ou pas. Voilà. tu penses qu'il y a eu no go, Spanish? Non, moi, quand je suis arrivé, parce qu'après, il change d'équipage, là, il venait d'Abidjan et il repartait à Pointe-à-Pitre, l'avion. Mais il disait, si ça continue de grossir, ils décollent pas, les mecs, ils vont pas prendre le risque, hein. Donc il disait, moi, quand il est arrivé, il m'a dit, si ça continue comme ça, ton départ, il se fera pas. Il y aura no go. Ben oui, ça dépend, bien sûr. Les départs sont toujours prudents par rapport aux arrivées. Les arrivées, généralement, tu vois, l'empressement, la fatigue, le truc et tout, et que les gens veulent se poser le plus vite possible pour faire leur rotation. Quant au départ, le gars, il n'a pas intérêt à demander, par exemple, une mise en route quand il est en dehors des fenêtres. Parce que déjà, quand on va lui dire according with your minima, ou ceci, ou cela, donc lui, il va se dégager de la responsabilité et il va te donner la mise en route. Si tu dis OK, tu vas y aller at your own risk. Et donc, s'il se passe quelque chose, quoi que ce soit, c'est enregistré, c'est foutu. Sabri. Pour te dire, il a même demandé lors du push de remettre les cales. Ouais. Tu te rends compte tellement que ça soufflait. Il a repoussé, il a demandé de mettre les cales au point d'attente. Et jusqu'au moment du démarrage, avant le démarrage des moteurs, il lui a dit c'est bon, tu peux retirer les cales, là je démarre les moteurs. Pour te dire à quel point ça soufflait. Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois de devoir tourner l'avion pour pouvoir mettre les moteurs en marche. Parce qu'on avait une limitation vent arrière pour la mise en route des réacteurs. Parce que quand il y a beaucoup de vent comme ça, quand l'air arrive à l'arrière, les réacteurs, ils tournent dans le sens inverse. Hein. Exact. Sabri. Ouais, ils tournent dans le sens inverse et c'est là où ils peuvent pas les mettre à démarrer parce que sinon tu peux tout. D'ailleurs, il y avait même une procédure de mise en route avec les reverse déployés. Exactement, c'était ce que je voulais dire. Bonsoir tout le monde. Salut. Sabri. Ça parle de vent de travers là. Hein. Ouais, ça parle de vent de travers avec du bruit de vaisselle. Alors, moi je voulais juste rajouter un truc, c'est que je voulais répondre à la personne qui a dit pourquoi hier à Orly les avions stackaient, enfin ils étaient en attente. Il faut savoir que quand la météo est tangente, forcément la séparation entre les avions à l'arrivée sont rallongées. Exact. On peut pas faire atterrir un avion derrière l'autre. Donc par exemple partant de brouillard, où hier apparemment il y avait beaucoup de vent à Orly, j'ai pas vu, moi je suis allé à Istanbul hier, il faisait super beau, hein. Donc forcément on attend toujours un peu que l'avion précédent atterrisse, on est sûr qu'il est au sol,
Ok, allez, on fait venir le deuxième, etc., etc. Et si j'ai entendu quelqu'un là dire, Spanish Smile, dire qu'il y avait plusieurs remises des gaz, donc forcément, le contrôleur hier, ils devaient eux aussi avoir très chaud. Exact. Ah ben oui. Alors, Et pour le je voudrais carton, répondre à Rami. Je voudrais répondre à oui, Rami Benchenish, qui demande comment on pilote dans ces cas-là. Je vais essayer d'expliquer simplement. Alors, tant qu'on est, euh, tant qu'on est en vol, hein, bon, pas de problème. L'avion, on lui donne l'angle de correction de dérive qui va bien, quel que soit cet angle, et on descend sur l'ILS, on est calé sur l'axe, pas de problème. Mettons, on a une piste, on va dire une piste orientée au 240, on va se poser peut-être, on est en approche peut-être avec 15 degrés de dérive, on va être donc au 225, au cap 225, pas de problème, c'est pas un souci tant qu'on est en vol. Sauf que quand on arrive comme ça, ben, si le nez de l'avion n'est pas dans l'axe de la piste, on a un problème parce que les roues, elles sont pas non plus dans l'axe de la piste. Donc, une des techniques d'atterrissage par vent travers, ici dans ce cas-là, on aurait du vent par exemple de la gauche. Ça consiste à quoi? Ça consiste en fait au dernier moment, avec le palonnier, dans ce cas-là, un coup de palonnier à droite pour remettre l'avion dans l'axe de la piste. Mais si on gardait les ailes à l'horizontale, en étant comme ça, automatiquement, le vent nous ferait dériver vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tourne l'avion dans l'axe de la piste et on l'incline en même temps, on l'incline à gauche, dans ce cas-là à gauche puisque le vent vient de la gauche, de sorte que il y a la composante horizontale de la portance qui va contrer l'effet du vent. Et donc, à ce moment-là, on va poser l'avion avec une inclinaison non nulle, et on va poser dans ce cas-là le train principal gauche en premier, puis le train principal droit, puis le nez. Et pendant toute la manœuvre, dès que les roues seront posées par terre, on va mettre le manche du côté du vent pour empêcher que l'aile gauche de l'avion ait tendance à se lever, et on va contrôler l'avion au palonnier parce qu'il va avoir, lui, dès qu'il sera par terre, il aura tendance, par effet de girouette, la dérive aura tendance à le faire tourner vers le vent. Donc il va falloir vraiment contrôler l'avion tout au long de la phase de décélération. Voilà. Évidemment, les speed brakes doivent être sortis et les reverse aussi au maximum. Voilà la technique, une des techniques de pilotage. Je sais que maintenant, sur les avions plus récents que ceux que j'ai pilotés, il y a des techniques qui permettent de poser l'avion alors qu'il n'est pas dans l'axe de la piste. Mais ça, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai jamais pratiqué. Ah, il se pose merveilleusement bien. Tu as l'impression qu'il se pose par exemple, quand le vent est de la droite, il se pose sur la jambe gauche, comme ça, et presque à 90 degrés, presque, je dis, à 60 degrés, disons, et il revient en roll-out, hein, direct. Hein. Donc, bon, plus ça va être amélioré, hein, donc, pas vous inquiéter pour ça. Et de toute façon, Rami, comme tu as posé la question, les pilotes sont formés au simulateur pour ça, ce qu'on appelle les mandatory, donc c'est des pannes moteurs, les vents arrière, les pannes de pressurisation d'emergency descent, et tout ça, c'est des trucs Il est, au il est niveau. sur il est sur le guest, un ordi, là. Oui, je l'ai Rami. monté justement, je l'ai monté. Oui, salam alaikum tout le monde. Oui, Rami. Mais Merci pour l'explication, monsieur JB. de Non, mais rien, ça reste avec plaisir. ça reste toujours impressionnant de voir. J'ai vu les vidéos de quand ils font une glissade, on appelle ça. Franchement, ça reste impressionnant. Je trouve même si on le fait au simulateur, on essaie de le faire en vie réelle, ça reste toujours une sensation qui est pas pareille quand on le fait en simulateur et en réel. Oui. C'est vrai qu'il remet l'avion vraiment au dernier moment pour remettre l'avion sur la piste, quoi. Je peux vous garantir que ces atterrissages-là, généralement, ils sont très bien. Exact. Parce qu'on est tellement concentré sur l'affaire qu'on pilote, on fait exactement ce que Boeing nous dit. Fly the airplane right to the ground. À aucun moment on ne laisse faire ce qu'il veut. C'est nous qui le contrôlons jusqu'au toucher. D'où l'expression en crabe, hein, c'est ce que dit Mourad, c'est ce que je voulais dire moi aussi tout à l'heure.
Il faut aussi surveiller qu'on soit pas trop long, non, sur la longueur de la piste. Dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, quand on pose un avion de ligne, c'est au plot qu'on pose. Hein. Parce que les pistes sont prévues pour les avions de ligne. Hein. Donc, quand on a 2800 mètres de piste devant, il faut pouvoir utiliser les 2800 mètres. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Exactement. Ouais, parce que je les ai vus aussi faire un go-round quand ils n'arrivaient pas vraiment à poser l'avion par terre, parce qu'on voit qu'ils touchent ils touchent la piste et après il remonte, quoi. Je rigole pas. Si on a bouffé de la piste, et qu'on a le moindre doute quant à la capacité d'arrêter l'avion sur la piste, il faut remettre les gages, hein, faut pas discuter. Hein. Merci, Rami. Merci beaucoup, Captain. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Salut Rami. Bonne soirée, au revoir. Ciao. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, 380 MLS. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, Liverpool et Manchester aujourd'hui sont fermés à cause de la neige. C'est vrai ce que dit dire aussi, c'est Heathrow, c'est quand même incroyable. Hein. Il y a pas mal d'atterrissages impressionnants hein, à ce niveau-là. Hein. Tu sais, tu as Heathrow, tu as Francfort, tu as Zurich, parce qu'il y a beaucoup de bois autour, et donc il y a l'évapotranspiration des plantes. Ça génère de la turbulence, et ça accentue un petit peu la turbulence. Alors, quand il y a des vents qui viennent, ils cisaillent d'un côté comme d'un autre, et quand c'est calme, c'est calme. Hein. Et tout, quand c'est calme, c'est vraiment un plaisir. Hein. C'est atterrissage je sais pas, toutes les 30 secondes, un atterrissage. Mais quand ça part comme ça, c'est une régulation drastique. Aux États-Unis, il y a eu plus de 1300 vols annulés à cause de la tempête de neige. Ouais. C'est clair. Sinon, les reliefs aussi, ça peut jouer, hein, ça joue certainement par rapport au wind shear. Il y a une intensité plus importante, me semble-t-il, non? Ben, les reliefs, c'est quand ils sont adjacents, quand la piste est au milieu, oui, quand il y a des ondes orographiques. Mais sinon, non, beaucoup plus, c'est l'évapotranspiration des plantes. Ou bien quand il y a des systèmes comme, par exemple, en 0,7 à Oran, tu as une SEPRA, tu as une étendue claire, et ensuite tu as la SEPRA. Ça aussi, ça génère et ça force des données. Ou là, quand tu as du vent du sud, sur une piste qui m'a Alger 0,523, quand il y a un vent du sud, c'est sûr qu'il y a du wind shear, officiel. Ouais, je te prends Le comme vent du exemple sud à Béjaïa. Alger, c'est catastrophique. Le vent du sud à Alger, c'est catastrophique. Catastrophique, exactement. Alger, tu me parlais de Constantine aussi. Constantine aussi, oui. Ouais. Je ne sais pas maintenant avec la nouvelle piste de Constantine, mais en 32, l'ancienne piste de la 32, quand on se posait en 14, avant la piste, il y avait un creux très fort et ça faisait une turbulence pas possible. Et comme je vous l'ai dit une fois, sur 5 approches à Constantine par vent du sud, je me suis posé que 2 fois. Les 3 autres fois, j'étais obligé de dérouter. MS, l'Autoland, il est à éviter en travers. C'est vraiment quand il est léger que, oui, Autoland. Parce qu'en général, l'Autoland, c'est quand il y a de low visibilité. Mais l'Autoland, pour gérer, au contraire, il faut le gérer au palonnier et petite pression sur les ailerons. Mais surtout au palonnier. Sur les gros porteurs. Mais c'est assez particulier quand même. C'est un pilotage qui requiert beaucoup de réactivité instantanée. On ne peut pas laisser ça faire à des systèmes qui ne... il faut, je vais utiliser... Il faut avoir des fesses pour piloter dans ces circonstances-là. On pilote avec les fesses, il n'y a rien à faire. Mais je pense que l'aéroport de Béjaïa est assez particulier quand même à ce niveau. Hein. Il est quand même entouré de montagnes. C'est pas bon, c'est pas atypique, mais au niveau national, je pense qu'il y a celui-ci. Non, il est Farid, pour les phénomènes de météo, il y a on a 2 threats, c'est la mer, donc il y a souvent la brise de mer, et aussi les montagnes qui sont vraiment hauts, donc orographique, ouais.
Ouais, il y a toujours du vent et des turbulences. C'est pour ça que je parlais de Béjaïa, il me semble que c'est quand même c'est assez chaud. Par mauvais temps, bien sûr. Par vent, plus particulièrement. Maintenant, Farid, tu comprends Non. pourquoi les captains ce matin, ils étaient contents d'être arrivés au bloc. C'est clair, c'est clair. De toute façon, Béjaïa, déjà, au niveau des minima, en particulier quand on se pose vers la mer, où il faut faire un virage dans la vallée pour accrocher la finale, déjà là, on a des minima qui sont très élevés. Si ma mémoire est bonne, on faisait la vente arrière à 2500 pieds. Donc, pour garder la piste en vue, il fallait pas qu'il fasse mauvais à Béjaïa. Sinon, on était obligé de dégager. Voilà. Non, Voilà. c'est un terrain qui est spécial. Et une MSA de 8600 quand on vient du sud-est, entre les Absolument. 260 60. Pour info, si vous permettez, à Béjaïa, ils ont mis en essai une approche RNP Oui, pour la 26. Oui, j'ai vu ça. oui. Elle est à l'essai. Je sais pas si elle a été homologuée ou pas. Nous, on n'y va pas en 330. Donc, je ne sais pas du tout. Mais l'approche qui existe pour la 26, c'est-à-dire quand tu viens de la mer, Et le Vorlock, tu atterris, il y a un ILS, mais de l'autre côté, en 08, il me semble qu'il n'y a aucune procédure. Non, il n'y a rien. C'est vente arrière et C'est vente arrière où tu viens dans la tour de piste, vallée, là, absolument. Tour de piste. Et volet 25, 140 nœuds et 30 degrés d'inclinaison. Sinon, tu te pètes la montagne. Ah ouais, c'est comme il y a un autre terrain, c'est Gigel. Gigel aussi. Quand tu viens pour la 17, t'es face à la montagne, donc tu viens sur la mer, il y a un ILS aussi. C'est top, c'est tranquille, c'est peinard. Mais si le vent souffle de l'autre côté, quand tu fais la vente arrière et quand tu vires, franchement, tu vois les montagnes de très près, de la vallée Hadek, ça commence à monter. C'est assez impressionnant. Mais Sabri, Assez excuse-moi, impressionnant. tu disais... Et la 05. Et la 05 de Genève, elle est pas mal aussi. La 05 de Genève, Genève, de toute façon, les deux QFU, ils sont assez exceptionnels. Et sinon, Gigel, en 330, tu t'y poses, Sabri? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas pour la raison de la résistance piste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu une visite ministérielle du transport, le ministre du Transport, et ils ont parlé de cette histoire de recevoir un gros porteur, donc c'était pas possible. Et ils ont donné un programme pour la réorganisation de la piste, puis le truc, le remboursement, le ceci, le cela. Bon, ça va avoir le jour dans 10 ans, à peu près, l'histoire. On va répondre à Zou. Est-ce que c'est vrai qu'il y a certains aéroports où il faut une formation spéciale pour atterrir? Dans le monde, oui. Tu as Cap-Mondou, par exemple. Cap-Mondou, il faut une formation spéciale. Les Freitag, à l'époque. Ouais. Donc, il y a plusieurs... il y a des aéroports. Pampelune en Espagne. Madère. aussi Madère. Madère, ouais. Madère, c'est exceptionnel. C'est extraordinaire, cet aéroport. Donc, il faut absolument le faire au CIMU, le faire avec un instructeur pour pouvoir y aller en tant qu'équipage normal. Quelle sensation auriez-vous quand vous prenez l'avion en tant que passager? Sensation normale, comme un passager normal. On prend l'autre siège, on s'assoit et on est à l'écoute des consignes. Plus, on est beaucoup plus à l'écoute que les autres passagers, puisque n'importe quel bruit, quel truc et tout nous titille un peu et nous fait penser à des choses, mais sans stress. Donc, voilà. Content de voler sans checklist, Nordin. Hein? Tu as Laïla qui nous dit bonsoir, je suis journaliste à Radio Atlantique. Alors je connais pas la radio, je sais pas si quelqu'un connaît. C'est une radio canadienne, ça. Sabri, c'est toi qui as fait le retour du 330 là de AH au départ d'Orly? Non, moi hier j'ai fait Istanbul. Le retour, c'est un autre commandant. Ils sont tombés en panne la veille Ouais, pour un problème de pression de pneus. Et il y a eu un blocus des passagers et tout, c'est incroyable. Ouais, il paraît que ça a été un peu la chaud. foire. Ouais. De la Le foire. 330, il est parti, il était chargé de chargé. Ouais. Je crois Mais qu'ils ont atteint leur... Ouais. Il est parti que le lendemain. Pour te dire, en bulk, ils ont réussi à en mettre 67 bagages en bulk. Alors imagine le reste.
Ah ouais, j'imagine facilement. On donne la D'ailleurs, parole à Leïla. pour rigoler, souvent avec les pilotes, je leur dis regardez le nombre de passagers à bord et regardez le nombre de bagages. Tu peux multiplier souvent par 3, par 4, sur Mais certaines moi, destinations spécialement. ouais, mais Attention, tu peux même monter plus que ça. Tu peux monter jusqu'à. Moi, je fais certains Hadith, vols, tu montes jusqu'à 8. Ouais, je Hadith. veux dire, bon, Il y en a notre ami moyenne, Laïla. là, c'est sûr, quand tu fais Paris-Abidjan ou Paris-Bamako ou Cotonou, ah là, t'es blindé, hein. En bagage, t'es blindé. Moi, je C'est vois vrai. nos transitaires sur l'Afrique de l'Ouest, et ils Ouais. ont 10 bagages, hein, ils en ont pas qu'un seul, hein. Mais bon, ils font un voyage par an, donc Ok. ça peut être compréhensible. On donne la parole à Leïla. Leïla, Marhaba. marhaba. Leïla, ton micro. Bonjour tout le monde. مرحبا. Bonjour Salut. alaikum. Salut. Salut. Je ne connais que Mourad, qui est l'un de mes amis sur ce réseau. أنا صحفية. اسمحوا لي, peut-être je vais parler un peu en arabe et un peu en français. Je suis journaliste à Radio Atlantique. C'est le groupe Ecomédia qui édite L'Économiste, si vous connaissez. Groupe Barakallah. Ecomédia. Barakallah alayk. Barakallah. À Sabah, y compris Atlantique Radio. C'est une radio spécifiquement économique, mais qui débat à tous les sujets, et surtout le vôtre. وانا كانت عندي المناسبه انني كنت كندير واحد ليميسيون سميتها مهن وحرف, où j'ai eu le plaisir d'accueillir quelques professionnels tels qu'un pilote d'avion, un ingénieur d'avion, ingénieur mécanique. ولكن j'ai plusieurs questions à vous poser. تبارك الله عليكم, je vous tire chapeau bas, messieurs, mesdames aussi. تبارك الله عليكم, vous faites un métier exceptionnel qui a beaucoup de responsabilités aussi, ou surtout avec les intempéries اللي كاينين دابا, surtout هاد les crashs d'avion qu'il y a eu ces derniers temps. Et il y a plusieurs questions qui se posent. Oui. Vous avez une responsabilité qui n'est pas facile, et vous avez aussi des formations assez chargées. Où je me pose la question déjà, بعدا, la charte de votre métier. Vous, en tant que pilote, quels sont vos rituels avant de prendre le bord? Ben, c'est une bonne question. Ça dépend d'abord quel Voilà. vol. Bon, C'est-à-dire أنا بعدا اسمحوا لي, j'ai toujours dit que la phobie ديال l'atterrissage et le décollage. Je fais toutes les prières qu'il bon, faut. ça sert à rien les prières, hein. La main entre nous. Ah, ah. Si ça peut vous rassurer, vous pouvez les faire, mais ça sert à absolument rien. La main entre nous. Vous me Ça y est, rassurez là. je peux vous parler ou là? مرحبا. Ah, ok. Donc, voilà, moi, c'est l'ordinaire qui est bien qui parle. Il n'y a pas de rituel spécial pour faire le vol. Ça dépend d'abord du vol. On a un programme de vol qui est spécifique pendant le mois. Et chaque mois, avant fin du mois, il y a le programme qui sort. Bon, là maintenant, je suis à la retraite, je parle. Qui m'a semblé toujours en fonction. JB, Morad est à la retraite aussi. Des experts. Pilot LED 1, il est toujours en fonction. Bon, Mitchell s'occupe beaucoup plus du management de boîte, et Farid aussi. Bon. Donc, il n'y a pas de rituel spécial avant de faire un vol. Weshia, si c'est un long vol, il faut au préalable être reposé, suffisamment reposé pour faire le vol, être d'attaque. Ne pas prendre ses problèmes avec lui à l'aéroport avant de prendre cet avion-là, par exemple. Ne pas prendre ses problèmes personnels. S'il y a des trucs, s'il y a des problèmes, eh ben, il faut ou délayer, ou de refuser de faire le vol, ou de faire autre chose. Bon. Mais pour dire seulement qu'il n'y a pas de rituel spécial dédié au vol. Il y a par contre des procédures à respecter. Il est clair que le gars, il doit être en bonne condition pour faire le vol. 2, avoir les connaissances suffisantes de ce vol quand il arrive pour faire son briefing. 3, prendre connaissance de son avion, que cet avion-là est en état de fonctionnement normal, même s'il y a des manquements qui sont ce qu'on appelle en MEL, en autorisation de voler sans quelques petits items, etc., etc. Ensuite, le vol s'entame. Et pendant ce vol-là, il n'y a que des procédures, des checklists à faire. Il peut y avoir des discussions en croisière entre les deux collègues, là, il n'y a pas de problème. Et sans plus.
Et quand on arrive et quand on touche le plancher des vases, comme dirait l'autre, eh ben on est heureux d'avoir terminé sa mission. Et on pense à la suite, c'est-à-dire ou repartir, la rouler, ou passer une nuit quelque part, et de revenir. Et à ce moment-là, quand on descend de l'avion, quand on enlève la tenue, on devient des gens normaux. Voilà. La tenue, on est des gens Alors, pour Et vous compléter venez, ce qu'a dit Nourdine, qui Il a est entendu complètement tout à fait vrai, c'est des procédures, tout ça. Mais quand vous avez parlé, Leïla, vous avez parlé de rituels, parce que nous sommes aussi des œuvres, des personnes de chair et de sang et de normal. spiritualité moi, personnellement, j'avais un rituel quand je pilotais, qui était le suivant. Quand je faisais le tour de mon avion pour le vérifier, j'avais pour habitude de toujours donner une petite tape sur le nez de l'avion et de le remercier, de remercier mon avion et de remercier le bon Dieu d'avoir fait que je pouvais être pilote de ligne. Parce qu'il y a tellement de gens qui auraient voulu l'être et qui ne pouvaient pas l'être. Eh bien, moi, c'était un rituel que j'avais. Je remerciais Dieu d'avoir permis que je le sois. Voilà. Alors, Leïla, avant que tu continues, Leïla, moi, je vais te donner le truc que je faisais, puisque lui, il a parlé de tapoter le nez de l'avion. Moi, quand je montais avant, dans l'avion, surtout le 330, je disais bonjour à personne, au début. Pourquoi? J'ouvrais la soute électronique et je disais bonjour d'abord au computer. Parce qu'on avait 6 computers, on a 6 computers à bord. Et que si c'est un de ces 6 te lâché, tu es dans la gadoue. C'est-à-dire là, il y a du travail encore plus. Donc, j'ouvrais la soute, je disais bonjour, les computers, hi, je fermais et j'allais dire bonjour aux autres. Enfin, à mon équipage, truc, quand j'arrivais, quand ils étaient déjà à bord. Hein. Sinon, je les aurais déjà salués au sol, aux opérations pour le briefing et tout. Voilà. Et avant, je n'arrivais pas à comprendre. Des fois, il y avait des pilotes de ligne et des commandants qui bougeaient. Et je me disais, après, j'ai compris par la suite quand j'étais petite. Qui J'ai bougeait. compris qu'il y a un C'est-à-dire qu'il bougeait. C'est-à-dire qu'il bougeait. Il bougeait, il partait aux toilettes, il pourrait bouger. Ah oui, bon, ça pour faire marcher les pieds, oui, bon, pour faire la circulation quand c'était un long vol, oui, les gens sortent. Mais il est déconseillé, surtout, il est déconseillé, strictement déconseillé aux pilotes de traverser la cabine, d'aller jusqu'au bout. C'est déconseillé. C'est pas interdit, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé. J'avais vu un film américain, je ne me rappelle plus le titre, c'était Denzel Washington qui était Oui, bon, voilà, qui n'avait pas droit à boire et qui buvait et qui était parmi les meilleurs pilotes de ligne qui est passé en cours car il était voilà, le crash d'un avion, il a causé des morts et tout. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas une réelle. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est pas grave, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé exactement, il fallait bien meubler. Fallait bien, bon, c'est un beau film, hein. C'est un excellent acteur avec, c'était très la réalité. Mais vous avez droit à combien d'heures de vol ou de jours de vol et vous avez déjà des jours et des semaines de repos, c'est ça? Il y a une réglementation drastique. Il y a une réglementation qui doit respecter des heures de repos, les repos hebdomadaires légaux, des congés. Il y a une réglementation drastique. Il y a la période de service de vol. C'est-à-dire le gars, s'il dépasse un béton à l'aéroport de 4 ans, ce qu'on appelle un béton, c'est-à-dire rester en train d'attendre qu'on lui répare sur la Verona, à partir de 4 heures, il n'a plus le droit de faire le vol. Il peut dire je ne fais pas le vol parce que voilà, je suis en hors amplitude. Parce que ça peut aller vers un problème sur la sécurité du vol en lui-même. Donc il y a tout ça, c'est toute une réglementation. Il ne faut pas croire que c'est fait comme ça. Hein. C'est bien fait, c'est bien étudié. Les petits billets, les trucs, mais bon, il faut faire avec un stabilité qui est choisi et qui est fait par des gens qui aiment faire ça. Et voilà, bon, maintenant, chacun, on n'est pas encore au stade avec des balisements, mais c'est du rose, c'est je dirais. En tout cas, j'ai été honorée de tous ces passages. J'étais de passage et j'ai vu votre direct. C'était très intéressant. Et j'essaierai d'être parmi vous de temps en temps si vous êtes toujours là. Si tu veux saluer Mourad, il est juste au-dessus.
Ah, je le salue, mais il a un micro qui est éteint. Je te salue, Mourad, et je salue tout le Salut monde. Leïla. Salut Ça va, Leïla. tu vas bien, Mourad? Alhamdoulilah, très bien, merci. Eh Très ben, Et bien. c'est la première fois qu'on se parle, moi et Mourad. On se connaît que par TikTok et des Tout à fait. commentaires. ben, nous aussi, Voilà, hein. tout à fait. Nous aussi, c'est la première fois qu'on se parle, on se connaît pas. Mais bon. Allez, et prenez soin de vous. Hein. Merci et bon débat. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci, Bonne Leïla. soirée également, Leïla. Bonne soirée, merci. Si, au revoir. Au revoir. Possibilité de fermer les voies aériennes à cause de ce virus qui a débarré en Chine. Je ne sais pas si ça va aller jusque-là, mais d'après les informations d'aujourd'hui, la Chine est en train d'aller sur le processus du Covid-19, avec ça, la découverte du H5, je sais pas quoi, N, je sais pas quoi. Bon, si ça se trouve, ça va être le bide, ça. Donc, on verra bien, on verra bien. Ouais, alors je te dis un truc, Nordin, j'espère qu'il va pas y avoir un Covid-19 bis, parce que moi je dois aller en Corée du Sud, et les meilleurs vols passent par la Chine. Donc, donc si la Chine ferme, après ça sera tout l'Asie et tout va être chamboulé. Ah oui, 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 Donc, enfin, c'est égoïste de ma part de dire ça, mais si on revit encore l'épisode Covid, forcément, il vaut mieux fermer les frontières, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera fatal cette fois-ci ben, je vais te au dire, transport aérien? Farid, ce qui s'est passé au Covid-19 entre nous, les prévisions pour la reprise normale du trafic, etc., c'était prévu 2025. Ça a été anticipé parce qu'il y a eu la création de l'antivirus, enfin Vaccin. de vaccin, truc et tout. Ça a été anticipé un petit peu, ça a été chamboulé entre, le virus a été découvert en novembre-décembre 2019. Ça s'est propagé en janvier. Les fermetures se sont faites à partir de février-mars. Les évacuations ont commencé à se faire. Ensuite, la pseudo-reprise commençait à se faire vers 2021. C'est pas beaucoup 2021. Alors qu'il parlait de 2025. Fermeture totale, pratiquement hermétique. Bon, parce qu'il ne pouvait pas se permettre aussi que les gens soient confinés comme ça. Il y a des gens qui d'eau, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, la santé, il y en a qui sont morts. Maintenant, est-ce que ça va être nécessaire? Et là, si ça part, alors là, je te dis un truc. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais Sabri, excuse-moi, tu es en train de nous dire que si la Chine était donc confinée, ça impliquerait que l'Asie serait touchée de plein fouet Oui, ben oui. durement et Ben oui, durement. Oui, comme la première fois, ils ont commencé par la Chine, après ça s'est propagé un peu partout. C'est-à-dire, maintenant, ce qui va se passer, c'est que si tu veux aller au Japon, ou en Corée, ou je sais pas, même au Vietnam, ben, on va te demander sûrement encore des tests au départ, des tests à l'arrivée, peut-être même un espèce de, comment on appelait ça, de mise en quarantaine, etc. Ça va être, on sait pas à quel sein se vouer avec cette nouvelle histoire. Mais effectivement, comme a dit Nordin, si on revit l'épisode de Covid-19, ça a été vraiment très compliqué pour certains collègues pilotes. Dans certains pays, moi-même, j'ai participé à des webinars, hein, des conférences sur Internet, sur Zoom et sur je sais plus quelle autre application, où on discutait, on essayait de remonter le moral à certains pilotes qui étaient vraiment à plat, hein, il fallait leur dire. Alors bien sûr, la période du Covid, il faut quand même relativiser. Il y a eu je ne sais combien de morts et tout. Donc qu'un pilote ne puisse pas piloter, c'est quand même c'est pas grave quoi. Mais moralement, ça a touché des gens, ça c'est vrai. Ben, je sais pas si tu as vu ça. Au Canada. Ouais. Au Canada, il y a des gens qui ont perdu leur boulot en tant que pilote et ils conduisaient des bus. Hein.
Ils ont fait chauffer Ah oui, les non, mais bus. je voulais justement en arriver là, c'est qu'après, quand on a repris les réunions et tout en live, moi j'étais assez fier de dire que Air Algérie, aucun pilote n'a perdu son boulot et qu'on a réussi à trouver un accord avec la direction pour être payé en ce qu'on appelle le minimum garanti. Et on a même réussi à leur faire admettre de nous payer en congé pour épurer, tu te rappelles, tout ce qui était reliquat de congé. Donc il y a des gars pendant presque 12 mois, ils touchaient des salaires ils touchaient, on va dire 90% de leur salaire normal, ce qui est ce qui dans certains pays était impossible. Il y a des compagnies comme les compagnies du Golfe, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont groundé les gens sans salaire, hein. Il y en a même certaines qui ont carrément licencié les gens pour après se retrouver en shortage pilote et tout. Ils ont commencé à recruter n'importe comment, si je puis dire. Exactement. Espérons éviter ça parce que, hein, ça va pas être judicieux. Moi, je me rappelle, avec la période, moi, je suis resté bloqué en Algérie pendant Oui, oui. 6 mois. Ouais, 6 mois. C'est vrai, c'est vrai. Avec le couvre-feu à Alger. Après, il fallait les déplacements, il fallait comment dire, il fallait calculer pour arriver avant le couvre-feu. Tout ça, c'était super compliqué. Et si tu avais des vols la nuit, tu te rappelles, on faisait les vols de rapatriement quelquefois au-delà du couvre-feu. Il nous fallait une autorisation spéciale parce qu'on était systématiquement arrêté par la gendarmerie ou la police. Mais encore une fois, je répète, à côté de la souffrance de certaines personnes qui, même dans notre entourage, qui ont perdu la vie à cause de cette maladie ou qui ont perdu des proches à cause de cette maladie, c'est 3 fois rien, hein. Moi, je dis, bon, tant pis, c'est comme une crise, hein. On a vécu la crise, et ben voilà, on est passé au travers. Et comme tu disais, on a retrouvé quasiment les mêmes chiffres qu'avant le Covid, plus tôt que prévu. Exactement. Et il faut savoir aussi que l'IATA a donné des chiffres. Le cargo, il n'a jamais baissé. Même pendant le Covid, il était au même chiffre que les années précédentes. Ouais. Et les compagnies qui avaient un secteur cargo, ben ils ont pas perdu d'argent. Par exemple, Kenya Airways, qui n'avait pas d'avion cargo, ben ils utilisaient les avions passagers, ils mettaient les cartons, ce qu'ils transportaient sur les sièges passagers en les attachant avec des cordes, avec des trucs et tout. Mais ils ont fait voler leurs avions, ils ont gagné un peu d'argent, ils n'ont pas trop perdu. C'est intéressant, je sais que c'est la fin du live, mais la prochaine fois, de discuter justement de la reconnaissance des incidents, et bon, des incidents plus particulièrement, et des accidents après le Covid. Est-ce qu'il y a eu une hausse du fait que ce soit arrêté à un moment, des recrutements comme ça anarchiques suite à des licenciements arbitraires, etc. Ce serait intéressant d'en discuter aussi. Je te rajoute un truc, ce qu'il disait que l'Assemblée. Si l'Asie ferme, c'est la cata partout. Comme tu disais, comme disait si bien Sablé, pour descendre au fin fond de l'Asie, il faut passer par le continent pratiquement chinois, hein. Et donc, vu que si tu veux passer par là-bas, et que même si tu es accepté par un pays au sud, par exemple, disons le Japon, eh ben, tu pourras pas parce que il y a des aéroports d'appui que tu dois respecter, et que si tu as un problème quelconque, tu devrais te poser. Et tu peux pas te poser sur n'importe quel aéroport. Il y a des aéroports cliniques, hôpitaux si tu veux. Comme on faisait nous. On allait à Chengdu pour aller ensuite à Pékin. Pendant ce temps-là, quand on faisait les rapatriements, quand on faisait ceci, cela. Et tout ça sera chamboulé, donc commercialement. Ouais, donc, ce que tu veux dire, c'est que la Chine est incontournable, quoi. Oui, surtout de ce côté-là du monde, oui. C'est incontournable. Et en plus, quand ils vont Salut les amis. Bonne soirée. On va à plus. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, ciao, ciao. Salut Morat, bonjour de Fouad. Salut Morat, salut JD, salut Félix, salut Michel, salut Pilot. Ciao, ciao. Ouais.